Eh bien, je vous propose de commencer la réunion de ce midi. On a affaire à un patient tabagique, 46 ans, et puis il va développer une insuffisance respiratoire en étant hospitalisé. Et c'est le docteur Benjamin qui nous raconte cette histoire. Merci beaucoup. Donc, on va démarrer. Non, ça ne marche pas. Donc, la Attendez, première, il faut la lancer le parce que clic. ceci est un Windows. Et donc, voilà. Donc, Voilà. monsieur B. Et donc, on va commencer à suivre Monsieur B, qui est chez son médecin traitant en juillet 2023. Donc, je répète, il a 46 ans. L'anamnèse, en résumé, les points positifs sont une hémoptysie depuis 1 mois, douleur pariétale à gauche depuis 2 mois, perte de poids involontaire de 10 kilos depuis 6 mois, diaphorèse nocturne depuis, j'ai oublié, 6 mois avec changement de vitrie durant la nuit. Et la prise de sang prescrite par le médecin traitant montrait en résumé un syndrome inflammatoire avec une CRP à 45, une leucocytose à presque 16 000, prédominance neutrophélique, eosino à 240, LDH augmenté, dédimère à 789, iono, enzyme hépatique et fonction rénale dans les normes. Donc pour Non, poursuivre... juste Pardon. un micro-commentaire, Amira, puisque Oui. tu m'as fait un clin d'œil par rapport aux iosinaux. Donc, je rappelle, avant de tirer des conclusions hâtives et abusives, le compte des eosinaux pour distinguer entre infectieux et non infectieux, ça marche dans des affaires aiguës. Dès qu'on est dans des trucs un peu chroniques comme ici, ça ne va plus. On essaie de tester ça pour voir si ça pouvait être un indice intéressant dans les fièvres d'origine indéterminée. Ça ne va pas. Il y avait des endocardites, des ostéomyélites qui avaient des eosinaux plutôt élevés. Donc, à la garde, en aigu, ça marche, mais en chronique comme ici, ça marche pas. Voilà. Et donc, on passe au scanner thoraco-abdo que prescrit le médecin traitant. Donc, au niveau thoracique, on voit deux belles lésions excavées au niveau du lobe supérieur. En fenêtre médiastinale, attendez, oups, on voit une grosse adénopathie hilaire droite et le protocole mentionne également des adénopathies médiastinales diffuses. Et enfin, au niveau abdominal, on objective une masse surrénalienne d'allure nécrotique avec, en conclusion, une suspicion d'une néoplasie pulmonaire avec des métastases multiples. Et donc, Monsieur B qui a 46 ans. Je rappelle les antécédents médicaux et chirurgicaux. Il a un éthylisme chronique qui est sevré, une neuropathie quand même périphérique sur son éthylyse, une perforation diverticulaire avec péritonite, une entorse, une otite moyenne. Et en chirurgical, cette résection sigmoïdienne classique en rapport avec cette perforation diverticulaire. Au niveau de son mode de vie, donc je parlais d'un éthylisme sevré en 2020. Avant, c'était 28 unités par jour. Le tabac actif avec 1,5 paquet par jour, en somme 45 paquets année. Cannabis, 1 gramme par jour, toujours actif. Sa profession, il est musicien et il est marié avec 2 enfants. Son traitement chronique comporte seulement du zolpidem 10 mg pour dormir et de l'ibuprofène récemment pour ses douleurs pariétales mentionnées à l'anamnèse du médecin traitant. Et donc, pardon, j'ai une diapo qui a sauté. Et donc, le médecin traitant a envoyé avec le CT thoraco-abdo. Le patient a été référé en pneumologie et a été programmé pour une hospitalisation pour débuter un bilan. Et donc, le bilan, en résumé, était à la fois sur l'infectiologie et l'oncologie. Au niveau infectiologie, on voulait exclure une atteinte tuberculeuse avec un intradermo qui est revenu négatif, un quantiféron également, le galactomanane pour pouvoir exclure une aspergillose, des expectorations multiples. Et en résumé, on a eu des traces rares de candidats, d'aspergillus, les PCR-BK sont revenus systématiquement négatifs et les mycobactères sont en culture. Les hémocultures également à froid sont négatives. Donc, peut-être juste un micro-point. Euh, Galactomanane avec ce tableau, Jean.
Qu'est-ce Oui, que tu penses? oui, parce que l'hypothèse d'une aspergillose est valable. Aussi temporellement, hein, on pourrait avoir des lésions aspergillaires qui s'installent progressivement chez un tabagique. Oui, Ok. ça vaut la peine. Moi, j'ai une question. Pourquoi l'a-t-on hospitalisé? Parce que ce bilan peut très bien être fait en ambulatoire. Euh, Ouais, ouais. Il avait une grosse dégradation de l'état général. Et moi, j'ai juste une question par rapport au galactomalène sanguin. Moi, on m'a toujours appris qu'on le faisait chez les immunodéprimés. Oui. Ça a plus de sensibilité chez les immunodéprimés. Est-ce qu'on doit continuer à le faire chez des patients? Moi, on m'a toujours dit galactomalène sanguin chez les patients hématologiques. Pardon, donc en fait, c'est beaucoup plus sensible sur le liquide broncho-alvéolaire que sur le sérum, hein. Oui, c'est ça. D'accord? Ok. Il vaudrait peut-être mieux faire un LBA avec une PCR multiplex, Oui. hein, en ambulatoire. On peut le faire aussi sous la LBA, hein. Oui, oui. OK. Ok. Et en parallèle, le bilan oncologique avec les marqueurs tumoraux et un PET-CT à visée biopsie. Donc, on a fait ceux qui étaient prédominants au niveau pulmonaire, qui reviennent non contributifs, et le PET-CT. Voilà. Donc, on retrouve cette lésion escavée qui capte avec un SVU élevé. Il y a également l'autre lésion que je ne pouvais pas avoir sur la même coupe qui capte également l'adénopathie hilaire. Ici, c'est juste le début de la coupe qui entreprend le cœur et j'avais mis cette image parce que je rappelle les douleurs pariétales et on voit une lésion également au niveau costal qui pourrait expliquer cette douleur. Et enfin, la lésion abdominale, donc surrénalienne, qui n'a pas l'air d'être hyper métabolique, mais dans le protocole, il parle quand même la paroi postéro-interne. On dirait que c'est plutôt le rein qui est juste derrière, mais en fait, c'est vraiment la paroi de la masse qui est également hyper métabolique. Et donc, on décide de viser l'adénopathie hilaire et on fait un ébus. L'anapathe montre en faveur d'un carcinome peu différencié, plutôt de type adénocarcinome. Malheureusement, le matériel n'est pas suffisamment abondant pour poursuivre le bilan avec une recherche de PDL1, ALK et une étude NGS. Entre-temps, d'avoir les résultats d'anapathe, 48 heures après les bus, pyrexie à 38,8. Donc, on commence un bilan pour cette pyroxie. L'anamnèse reste statu quo, les hémoptysies persistantes, en diminution avec les aérosols et la kinérespi. Pas de dyspnée, douleur pariétale toujours présente, pas de myalgie, pas de symptômes ORL, pas de céphalée, pas de troubles digestifs. L'examen clinique, les paramètres sont bons, excepté cette pyrexie qui se balance entre 38,6, 38,9 plusieurs fois par jour, qui répond au paracétamol, mais juste après, ça recommence. La saturation reste à 99% et il reste eupnéique. Et le reste de l'examen est vraiment statu quo par rapport à son admission. Et même les cathés périphériques ont été vérifiés. Et donc, on commence un bilan avec une prise de sang où on voit une leucocytose, je rappelle, qui était à 15 700 et donc qui reste relativement au même niveau. La CRP qui flambe, et je rappelle qui était autour de 45 et qui passe à 180, LDH pas augmenté. Et au niveau ionogramme, fonction rénale et les enzymes hépatiques, on reste dans les normes. Je termine avant de faire une pause. L'EMU, qui est tout à fait négatif. L'hémoculture, maintenant, je peux vous dire que c'était négatif, mais qui était encore en cours à ce moment-là. Et les expectos étaient en cours. Et enfin, la radiothorax, qui ne montre pas de nouvelles condensations. Et on reconnaît encore les lésions qu'on connaît déjà. Mais donc, il y a un diagnostic de cancer qui est posé, clairement. Oui. D'accord. D'un autre côté, sa biologie fait quand même penser à un problème infectieux. Donc, on essaie de mettre les deux ensemble. Ça pourrait. Ça pourrait. Non, parce que s'il a la nécrose tumorale à gauche, à droite, il pourrait très bien avoir Sur infection.
Alors, Et d'ailleurs, l'activité de la fièvre. oui. Et le fait qu'il fasse de la fièvre après son LBA, ben vous avez peut-être été ensemencé. Mais Ouais. 48 heures après. La, On a la dit la neutrophélie, ça peut prophylaxie être paranéoplasique et la CRP aussi. Hein. Ok. Les cancers du poumon peuvent donner des facteurs de croissance. OK. Alors, donc, c'est intéressant parce qu'on a un premier diagnostic qui cadre assez bien avec l'ensemble, à savoir une maladie cancéreuse pulmonaire généralisée. Le principe de parcimonie devrait nous aider à rester sur cette hypothèse. Et Amira est gênée parce que la fièvre est en décalage et se poursuit après le LBA, mais enfin, voilà. Donc, la question qui me semble intéressante à ce stade-ci, enfin, une des questions, est-ce qu'il faut poursuivre pour la recherche d'une deuxième cause à son tableau à la fois inflammatoire et fébrile, ou bien on peut se contenter de l'hypothèse cancer? Oui, oui, vas-y. Donc, température après EBUS, Oui. pas après un LBA. Je vous corrige parce que, Ah oui. voilà. OK. Tu veux dire que après LBA, c'est normal, mais EBUS, c'est pas classique. OK. Mais donc, on n'est pas sûr de la lymphate, c'est ça? Si, la lymphate, t'as des cellules néoplasiques. Ah non, mais ça pourrait être un Oui, neuroendocrine, ça pourrait être un small cell ou un truc qui sécrète quelque chose. Et si on est plutôt pour la C'est plutôt. Donc, si je comprends bien, on est sûr de l'anapathe, mais on n'a pas assez de matériel pour aller plus loin en vue de préciser le traitement qui va être appliqué. Juste. Donc, il y a 2 points. Il y a d'une part un geste à faire pour avoir plus de matériel, et d'autre part, se poser la question s'il n'y a pas quelque chose d'autre que néoplasique qui entre en cause. Alors, il y a une très vieille étude, et on a fait, et je crois d'ailleurs que ça avait été fait à Bordeaux, mais il y a fort longtemps, et puis en regardant les résultats posteriori, ça ne me semblait pas extrêmement correct du point de vue statistique, ou en cancéro, lorsque quelqu'un chauffe, on fait un test au naproxène. Et si avec la température chute avec la naprosine, alors c'est le cancer. Si ça ne chute pas, c'est infectieux. Puis quand on reprend les chiffres de cette étude, a posteriori, on se rend compte que voilà, on ne peut pas conclure ça. Et donc, oublions le test aux anti-inflammatoires pour faire la distinction entre les deux. Donc, les deux pistes restent ouvertes. Et donc, il faut aller de l'avant, à mon sens. De toute façon, je pense que s'il y a un doute par rapport à quelque chose d'infectieux, dans la perspective d'une chimio, c'est bon quand même de ne pas s'embarquer avec, des risques de complications. Ah, quelle est la question qu'il ne pouvait pas poser? Non, il demande pourquoi il n'y a pas eu de LBA. Mais j'ai dit, attends 2 minutes. Avant ou après D'accord. la pyrexie? Avant la pyrexie. OK, mais pour rechercher quoi alors? Si on faisait un LB. Voilà. OK, la position LBA. OK. Mais donc, on fait un LBA et on ne fait rien. OK. Et on ne le traite pas. Et on ne le traite pas. Il a 38,8, une CRP qui flambe. Chez quelqu'un de débilité. Hein? Ouais. C'est pour ça qu'on l'a hospitalisé d'ailleurs. Pyrexie plusieurs fois par jour. Il faut mettre de l'augmentin, Jean. Mais moi, je mettrais quand même une couverture antibiotique. Pardon. Oui. Il y a des... Il y a quand même des bactéries là, dans les expectos. Qui sont en cours. OK, mais donc, en attendant en cours, on peut avancer. Oui, d'accord. On est d'accord. Oui. Vous verrez le pneumocoque, l'hémophilus, en tout cas, avec une rosséphine ou un augmentin. Voilà, Ouais. on est d'accord. Donc, on a commencé. Et rapidement, on a eu l'expecto qui revient pour un E. coli. Et je rappelle qu'on avait fait à son admission plusieurs expectorations qui ne montraient pas de bactéries. Donc, il y avait juste des germes de champignons, mais pas de bactéries. Donc, ça, c'est nouveau. Multisensible, donc on tape dans le mille. Tout va bien.
Biologie, 48 heures après l'augmentant. Et donc, on a les globules blancs qui diminuent modérément et la CRP explose. Et le reste du bilan reste dans les normes. Pyrexie persiste plusieurs fois par jour. Le même range, 38,6, 38, jamais des 39 maximum. À l'examen clinique, à l'anamnèse, Oui. c'est la même chose. Il supporte très mal la pyrexie, mais il ne désature pas, il n'a pas de nouvelles douleurs. À la Pardon. prise de sang, On les a pas encore. on n'est pas encore au lavage. Hein? On n'est pas encore au lavage. Ah, on n'est pas encore. Donc, on n'a pas automatiquement après l'augmentant, on avait l'expectoration et on n'avait pas encore d'indication d'aller de manière plus invasive. Attends, et ok, galactomanane, dans l'hypothèse de quoi? Oui, mais dans une aspergillose, ok. Donc, il aurait en même temps un cancer généralisé plus une aspergillose. Euh, Un beau cocktail. oui. Enfin, il est débilité, mais enfin, il n'est pas immunodéprimé. En tout cas, pas. Oui, c'est ça. On va bientôt le faire, mais pour le moment, il n'est pas. Il n'a pas eu de cortisone. Non. Vraiment très peu d'antécédents. Dernier médicament, c'était en 2010, à part son zolpidem. Donc vraiment, OK. pas d'infection dans l'enfance. Et donc, nous, il y a un petit souci en fait. Ah, voilà. Donc, nous, on avait également pensé à cette masse abdominale qui aurait pu se surinfecter également. Et donc, on avait fait le scanner pour être sûr qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe parce que, comme je rappelle, les douleurs paraît-elles persister. Le scanner ne montre pas de surinfection ou de perforation de cette lésion, mais elle montre bien une augmentation de 2 cm en 13 jours. Donc, ce n'est pas notre foyer infectieux, mais on le garde à l'œil vu son évolution assez rapide. Oui, enfin, c'est quand même un petit peu, cette histoire de masse, c'est quand même un petit peu curieux, quoi. Parce que, allez, euh, tout ce qui semble être potentiellement néoplasique chauffe fort au PET, et puis on aurait une métastase qui ne chaufferait pas. Il y a juste la paroi intéro. Juste la paroi, mais Elle est parce que hyper- donc c'est juste la paroi qu'on a dit, hein. On a vu l'image d'ailleurs un petit peu mais qui en évolue cocarde, mais pas mais en centrale. Maintenant, ceci dit, avec une masse de cette dimension-là, ça peut se nécroser en centrale et donc ne plus chauffer au PET et il ne resterait que la périphérie suffisamment vascularisée pour être encore active. Et donc là, ce fameux LBA qu'on fait rapidement parce qu'on décide de changer d'antibiotique et de passer à tazocin. Donc, à l'examen macroscopique, on voit un arbre bronchique bilatéralement inflammatoire. 80 cc récupéré et décrit comme sale. Au niveau de la cytologie, ça va dans un sens plutôt infectieux. L'examen direct leucocyte et on retrouve notre chair E. coli qui n'a pas changé, multisensible. Pourquoi il n'a pas marché? Pourquoi il n'a pas répondu à l'augmentin? Et on parlait de galactomanane LBA qui est en cours. Biologie à J3 tazocin, bonne évolution clinique, disparition de la pyrexie, douleur pariétale en majoration, qui peut être associée à cette masse abdominale qui continue à augmenter. Et la leucocytose qui reste à 12 000 et la CRP qui diminue enfin de manière quand même significative. Enfin, pour sa douleur pariétale, il y avait quand même une lésion costale, hein. Oui, mais Ouais. pourquoi elle augmente? C'était ça qui Oui, était- la lésion costale, oui. Bon, ben, plutôt ça que. Il y a tout qui augmente, quoi. Voilà, on est dans un processus
néoplasique qui évolue assez rapidement finalement. Et donc voilà, on va dans le bon sens. Ce n'est pas très clair ce qu'on traite, ce n'est pas l'E. coli, mais on va dans le bon sens. Donc on en a parlé du fait qu'on n'avait pas assez de matériel pour le bilan oncologique. Et je reparle de cette douleur pariétale. C'est un patient qui est cachectique et que cette masse, et on peut même le dire a posteriori, après la surannélectomie, faisait pression sur ses métastases osseuses. Et donc, la douleur était relativement associée à cette métastase aussi. Et donc, pour le prélèvement supplémentaire, on a décidé, vu la taille qui grandit très vite, les complications possibles dans le futur si elle continue à évoluer de cette façon, et l'objectif de diagnostic oncologique, on a choisi de faire une surrénalectomie gauche à visée diagnostique. Donc, Ah. j'imagine bien que ceci a été, Il y a un problème avec les diapos, c'est bizarre. a été discuté en com. Tout à Et fait. donc, et dans la discussion, le balancier a joué comment? Je pense que c'était lié à la douleur et effectivement au risque. On avait peur que ça se complique après, cette énorme surrénale. Ok. Parce des gros surrénales comme ça, ils peuvent saigner quand même. Hein. Ok. Donc, on avait plusieurs raisons. Hein, plutôt que d'aller chercher un Et cours. on avait déjà, oui, là c'était vraiment dans le but de se débarrasser de ces surrénales qui nous faisaient peur. Une ponction, tout simplement. Ponction simple Ponction simple à diagnostic, je ne sais pas. Ça, je peux répondre, c'est parce que la ponction, ça n'aurait pas été possible vu que la cavité nécrotique n'était pas du tout hypermétabolique et il nous fallait vraiment la paroi postérieure pour avoir un élément analysable. Donc, Ok. enfin, ne pas prendre en considération cette dia qui, je ne sais pas pourquoi est là, c'était au début. Et donc, complications post-opératoires, d'où vient le nom initial. Détresse respiratoire post-opératoire immédiat en salle de réveil, transfert aux soins intensifs, le patient désature, une PO2 à 54 mm de mercure malgré un ventimètre à 15 litres en cours. Aux soins intensifs, il a pu être stabilisé avec Optiflow et VNI en alternance. Et le lendemain de son admission, donc tout ça s'est fait la nuit, parce qu'on aime ça. Et le lendemain de son admission, on a des résultats sur le galactomannan LBA, qui est franchement positif, égal à 27. Et on a également celui qui était plasmatique, fait 3 semaines avant, qui revient à 1,3. Et donc, aux soins intensifs, initiation du voriconazole et arrêt du tazocin pour un diagnostic d'aspergillose. Alors, Jean. Juste une petite remarque, le fait que les résultats étaient positifs avant l'initiation du tazocin, parce qu'on sait que le tazocin peut fausser le galactomannan. J'arrive. Je vais en parler. Ouais. Tout a été fait avant. Et donc, je vais vous parler des aspergilloses pulmonaires. Donc, c'est une grande famille où je vais aller un tout petit peu rapidement, pas aller dans les détails, mais je vais quand même parler de l'aspergillus, ce champignon filamenteux héréditaire dans l'environnement. C'est des spores inhalés, généralement éliminés par l'appareil mucociliaire et le macrophage alvéolaire de bonne qualité. Le genre Aspergillus englobe presque 200 espèces et une quarantaine a été rapportée comme pathogène. La plus commune retrouvée est l'Aspergillus fumigatus. Et donc, au niveau des classifications, on a 3 grandes classes qui sont en corrélation inverse avec la qualité de l'immunité du patient. Où on a l'aspergillose bronchopulmonaire allergique qui est pas vraiment une infection, mais plutôt une réaction d'hypersensibilité face à une colonisation des voies aériennes et sur un terrain propice de type fragile, de type asthmatique, mucoviscidose. Et il y a de rares cas qui sont décrits chez les BPCO sévères. Et donc, on voit ces lésions typiques qui, après résolution de la pathologie, on retrouve souvent des bronchectasies séquelaires en regard des condensations.
Rapidement, l'aspergillose invasive, pardon. L'aspergillose invasive qu'on connaît, qui est une invasion fongique, surtout tissulaire, qu'on retrouve chez les patients considérés avec une immunosuppression et avec bien sûr un taux de mortalité élevé, montant jusqu'à 60-90%. Taux de mortalité qui est influencé par également le retard de diagnostic, qui est un diagnostic compliqué, et un retard donc de traitement. Et enfin, on va parler de la classe qui était au milieu, qui est l'aspergillose pulmonaire chronique, où vulgairement, on parle d'aspergillose chez les patients immunocompétents. Et donc, on les divise en 4 groupes. Et rapidement, on va parler d'abord de l'aspergillome simple, qui est une invasion d'une cavité déjà préexistante, donc de type séquelaire post-abcès ou emphysémateux, avec un aspergillome à l'intérieur, qui en général est asymptomatique, qui ne progresse pas. Rarement, on a des cas d'hémoptysie. La progression seule qu'on peut retrouver chez eux, c'est donc ils respectent la cavité, ils peuvent grossir à l'intérieur, mais ils respectent la cavité, c'est qu'ils progressent vers les autres types. Et donc souvent, la prise en charge est une surveillance. Les nodules aspergillaires, comme ça se dit, c'est des nodules qui ont une forme aussi également spiculée, d'une allure calcifiée, qui également souvent sont asymptomatiques, mais plus souvent on a des patients qui peuvent être symptomatiques avec une toux et des fois des petites dyspnées, mais ça reste stable, normalement ça ne progresse pas. Et donc, c'est une surveillance également en ambulatoire pour la prise en charge. Enfin, on passe aux 2 autres qui sont un petit peu plus agressives. Donc, l'aspergillose pulmonaire chronique cavitaire, qui, elle, c'est vraiment là, à ce moment-là, une clinique beaucoup plus importante, qui peut avoir un syndrome inflammatoire, de la fièvre, une perte de poids, une toux avec une type hémoptysique, et un épaississement de la paroi de la cavité. C'est une pathologie qui, si elle n'est pas traitée, peut développer dans une forme fibrosante et donc induire les complications chroniques sur l'altération du parent. Et donc la dernière, c'est l'aspergillose pulmonaire invasive subaiguë. Donc, son caractère clinique et radiologique est similaire à la chronique cavitaire présentée juste avant, mais il y a une progression beaucoup plus rapide sur quelques semaines et un caractère partagé avec l'aspergillose invasive, c'est qu'on a également une infiltration fongique tissulaire. Et donc, souvent, on n'a pas une immunosuppression comme l'invasive, mais on a quand même une immunité fragilisée de type diabète, éthylisme, âge avancé, une corticothérapie. Et dans ce cas-ci, le pronostic quand même vital est engagé s'il n'y a pas de traitement. Et donc, je rappelle pour notre patient, dans quel cas on est, parce que si je rappelle les caractères invasifs aigus, les critères EORTK qui ont été révisés en 2022. Donc, c'est un diagnostic confirmé juste avec des critères histologiques d'invasion tissulaire, donc avec une biopsie, un prélèvement invasif. Et les diagnostics probables non invasifs sont seulement applicables aux immunodéprimés. Et donc, un critère au moins un de l'hôte avec une immunosuppression primitive ou acquise. Et enfin, un critère clinique de symptômes et un critère d'évidence mycotique. Et donc, pour ce patient, dans ce cas-ci, on voudrait considérer invasif, sauf que les critères ne nous permettent pas de considérer comme immunodéprimé en soi. Et donc, par exclusion, on considérait qu'il a une aspergillose pulmonaire invasive subaiguë. On va parler du galactomanane, qui a été utilisé en tout cas ici pour le diagnostic. On peut également utiliser les IgG contre l'aspergillose. Dans ce cas-là, nous n'en avons pas eu besoin. La galactomanane, c'est une polysaccharide composant de la paroi cellulaire, donc c'est considéré comme un antigène de l'aspergillose. Les dosages se font dans différents liquides biologiques. Au niveau du sérum, la sensibilité est autour de 67%, spécificité relativement identique. LBA, sensibilité supérieure avec une spécificité également supérieure. Et on parlait des faux positifs, donc le tazocin,
qui peut positiver le galactomannan jusqu'à même 5 jours après l'arrêt. Donc, il pensait, quand on pense au diagnostic d'aspergillose, l'amoxiclave intraveineux. J'ai retrouvé que sur la notion intraveineuse pour ça. Et bien sûr, les immunoglobulines intraveineuses et le plasmalite. Donc, pour le traitement de l'aspergillose invasive aiguë et subaiguë, en première ligne, c'est le voriconazole, souvent en monothérapie. Certains experts proposent une thérapie combinée en cas de gravité. En pratique, moi, je n'ai pas eu ce type d'avis. S'il y a une intolérance au voriconazole ou une interaction médicamenteuse, on peut passer soit au posaconazole ou l'isavuconazole. Et enfin, encore, s'il y a des risques d'interaction, on a encore, qui n'est pas le premier choix, l'amphotérécine B. Et donc, moi, j'avais un point d'interrogation à ce niveau-là. Pour le remboursement du VFAN, qu'est-ce que je fais avec mon patient? Oui. Oui, il est immunodéprimé, bien sûr. Mais donc, ça veut dire que les remboursements, on est obligé de dire qu'on est face à une aspergillose invasive. Oui, et le type est immunodéprimé de par son cancer. Et son éthylisme qu'il dit avoir arrêté, hein, bon, donc plus l'état de débilité. Donc, je pense que dans la définition de l'immunodépression, on doit aller au-delà des grosses immunodépressions caractéristiques, des médicaments immunosuppresseurs, des maladies primitives. Il y a toutes ces situations où clairement on est à risque. Déjà l'âge est un élément, donc ici, clairement, mais on n'a pas de test pour le démontrer de façon claire. Donc, les patients dénutris aussi. oui. Mais ça, c'est un problème qu'on rencontre chez beaucoup de patients. Et le problème, c'est que la mutuelle était très, très stricte. Il faut plus de 20 mg de prédnisolone, une chimiothérapie, mais les autres immunosuppressions qu'on connaît et qu'on sait vraies sont refusées. Et moi, j'ai eu des renvois du médecin conseil qui refusent catégoriquement les remboursements, même justifiés. Hein. Non, mais le point ici, c'est qu'on n'imagine quand même pas traiter son cancer sans avoir d'abord contrôlé son aspergillus. Sinon, tu le tues. Ça dépend du traitement qu'on lui donne. Oui. OK. Oui. Voilà, moi ça je peux passer. En parlant de ces patients immunodéprimés ou pas avec une aspergillose invasive, donc il y en a une chez des immunocompétents qui est reconnue et qui a été beaucoup décrite, qui est l'aspergillose invasive post-grippe. Donc, à ce niveau-là, on a eu assez de recul pour proposer une explication. Donc, ce n'est pas une immunodépression systémique, mais vraiment plutôt régionale. Après une infection, mais bon, ce n'est pas une grippe de tous les jours, c'est une bonne infection respiratoire à influenza qui a fragilisé la membrane muculociliaire qui sert de protection et également les macrophages présents qui sont on va dire, épuisés. Et donc, c'est drôle de parler du Covid parce que ça a été également décrit et je pense que c'est de là que... voilà. Et ça, c'est quand même deux exemples de patients qui ne sont pas immunodéprimés, qui sont quand même immunocompétents et qui font une invasion. OK, mais donc la situation des immunodépressions, finalement transitoire ou liée à un élément extérieur, ça on peut la connaître dans d'autres situations. Si on prend une infection aiguë à CMV chez un autre immunocompétent, eh bien, pendant cette période d'infection, il passe par un état d'immunodépression extrêmement important. Et donc, on peut voir durant cette courte période-là, finalement, toute une série d'infections qu'on peut voir chez les immunodéprimés. Donc, il ne faut pas perdre de vue, effectivement,
de ces situations transitoires d'immunodépression également en fonction de la situation clinique particulière de ces moments-là. OK. Voilà. Moi, je m'arrête ici. Bien. Merci beaucoup. OK. Merci, Amira. Comment va-t-il? Avant, comment va-t-il? Comment va-t-il? Si je dois faire un pronostic, je n'engagerai pas beaucoup sur son avenir. Et la biopsie surrénalienne. Oui. Alors, la biopsie de la surrénale. Qui confirme que c'est un primitif pulmonaire qui a permis de compléter le bilan, si je me rappelle bien. Pour la discussion. Pardon. Si je me rappelle bien, il n'y avait pas de mutation. Il y avait un PDL1 qui était élevé à 70%. Et donc, on n'a pas commencé de chimiothérapie, mais on a commencé une immunothérapie. Donc, au niveau de l'histoire par la suite, il a été réhospitalisé pour une récidive de pyrexie, récidive de syndrome inflammatoire, où finalement on voit que sa lésion se majore et progresse sous VFEND. Et donc là, on a fait, et ça s'est rempli également. Donc là, on a fait un relais Cresemba, parce que c'était réfractaire. Et également, on a traité sous méronème, vu le tazocin récent, parce que cette cavité s'est vraiment remplie de pus. Bonne évolution du patient. Et à la fin, à sa sortie, on avait déjà tous les résultats de la surrénalectomie et on a commencé une immunothérapie. 2 semaines après, il revient avec une clinique tout à fait préservée, aucune plainte, une prise de sang de contrôle avant sa 2e cure d'immunothérapie qui monte 250 de CRP. Et donc, on refait un scanner. Lui, il se plaint de rien. Plus d'hémoptysie, il se sent mieux, il a arrêté de fumer, il ne boit toujours pas. Et malheureusement, cette cavité s'est remplie à 3/4. Et donc, on se retrouve avec pour le moment, nous, on avait prévu à ce moment-là un LBA pour contrôler le galactomanane, etc. Mais on n'avait pas d'argument de dire que l'aspergillose n'était plus contrôlée et que c'était juste une surinfection bactérienne de cette cavité. Et on a repris le méronème. Et là, il est sorti de salle d'op il y a 2 jours pour une chirurgie de propreté sur cette lésion. Oui, je me disais. Finalement, il a 2 lésions excavées et probablement qu'une de ces 2 lésions est le néo et que l'aspergillose s'est greffée peut-être. Parce que finalement, on n'a toujours pas allez, anatomiquement, le primitif, on ne sait pas où il est. Il est dans le poumon, c'est sûr, mais où? Dans cette lésion On va l'avoir maintenant. Bah oui, donc on va. Mais ton immunothérapie va mettre combien de temps avant d'agir? 2 mois? Oui. Après, on était quand même très fort coincés. Et ben après, vu son état général dénutri, etc., c'était pas du tout. C'est dans les recommandations de mettre juste une immuno seule. Il avait un PDL1 très élevé, je pense, c'est pas en tout 80%. Donc, on dit 2 mois, mais de toute façon, une chimio, là, je pense qu'on le. Non. Alors moi j'avais 2 remarques, c'était pour les faux positifs du galactomanane. On essaye donc avec les nouveaux kits de stopper cette interférence et donc normalement le nouveau kit qu'on utilise, moins d'interférence avec le plasmalite et avec le tazocin. En tout cas c'est ce que la firme annonce. Les véganes aussi n'étaient pas cités. Donc les véganes ont un faux positif en aspergillus décrit parce qu'ils mangent énormément de graines, de champignons et donc, il y a des faux positifs. Et la deuxième remarque, c'était comme on va enlever sa tumeur, ce qui serait bien, c'est d'envoyer un bout pour culture mycose et test de résistance de l'aspergillus, puisqu'il y a 5% de résistance au voriconazole maintenant d'aspergillus. Et ça, nous, on ne le teste pas, donc il faut envoyer. Oui, Amira montrait les chiffres sensibilité, spécificité, y compris dans le LBA. C'est pas génial, hein. Si on traduit ça en rapport de vraisemblance, vous retrouvez à la fois avec des rapports de vraisemblance positifs et négatifs qui sont extrêmement peu performants. En particulier,
le négatif, si vous avez une forte probabilité d'aspergillose sur toute une série d'autres bases, avant même un test négatif, va vous réduire, mais de façon médiocre, la probabilité a priori. Donc, c'est vrai qu'on a quand même, parce que ces chiffres, j'étais un peu étonné de la spécificité. Alors, il faut voir si cette spécificité tient compte ou pas des facteurs connus de diminution de spécificité. Autrement dit, endomplasmolite, les gamma-globulines IV, le tazocin, etc., que devient la spécificité à ce moment-là? Elle serait peut-être supérieure. Il faudrait voir dans les papiers qui ont déterminé ça, comment on a déterminé la spécificité. Aussi, dans ses premières expectos, il crachait de l'aspergillus quand même. Je rappelle. OK, mais donc ça, c'est un point important parce que ça veut dire que on est dans une situation, compte tenu de la lésion excavée, plus hémoptysie, plus la présence d'aspergillus, avec une probabilité a priori déjà fort élevée, et la négativité du test ne permet pas de descendre à une exclusion du diagnostic, quoi. Ouais. OK. Et ça serait à cause de la dilution que l'LBA est revenu, lui, plutôt négatif au niveau des cultures. Parce que Et moi, je voudrais terminer, enfin pas terminer, faire un commentaire. Et Brice, moi, je trouve qu'on a des aspergilloses invasives de plus en plus fréquentes chez des patients qu'on pense immunocompétents. Ce pas des gens qui ont été testés et on est coincé avec les traitements. Enfin, c'est vrai, hein, on en voit quand même de plus en plus. Attends. Parce que quand je regarde mon nombre de pas le jeudi, j'ai toujours plus que les autres jours de la semaine. Mais surtout que maintenant, il y a l'entité des aspergilloses semi-invasives qui est de plus en plus décrite et connue, mais qui ne fait pas partie des critères de remboursement non plus. Et donc, pour les critères de remboursement, vous savez que pour les antifungiques, c'est un grand problème pour tout. La leishmaniose en Belgique, il faut utiliser de l'amphotéricine B, c'est pas remboursé parce que la leishmaniose n'a pas de remboursement. Tout ce qui est champignons un peu bizarres, c'est pas dans les critères de remboursement. On est tout le temps coincé par les critères de remboursement, ça c'est clair. Ben, c'est bien que tu aies revu la classification des aspergilloses. Moi, ça m'a toujours paru nébuleux, cette affaire-là, quoi. Bon, mais oui, l'asthme aspergillé. OK, ça, on comprend bien, quoi. Il y a une réponse TH2, etc., une réponse à. Alors, la caverne qui se remplit voilà, d'une belle petite cloche, c'est clair. Et en dehors de ça, pour moi, c'est tout la même chose, hein, avec des états, une expression, on va dire, phénotypique différente entre les petits bourgeons et des trucs comme ceci. Un aspergillus, c'est quelqu'un qui va pas bien, qui a de la fièvre, etc. Puis c'est invasif, quoi. Quand on dit que c'est semi-invasif, pré-invasif ou quoi, tout ça n'a pas beaucoup de sens. Et donc, à mon sens, ça devrait être revu, y compris d'ailleurs dans les conditions de remboursement. Mais enfin, bon. OK, bien. Eh bien, merci d'avoir fait ce petit tour intéressant, Amira, aux intervenants, et à la semaine prochaine.